Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. On va traiter cet incident entre Trump et Zelensky en différentes vidéos. Parce que il y a des choses que j'ai vues hier soir, il y a des choses que je vois ce matin qui méritent que on fasse plusieurs vidéos. Mais avant tout, j'aimerais commencer par l'analyse à proprement dit de l'incident en elle-même. Et donc dans cette vidéo, on va essentiellement se concentrer sur toute la séquence qui a eu lieu à la Maison Blanche. Et ensuite, nous ferons les autres vidéos. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons la vidéo. D'accord. Vous voulez que je dise des choses atroces sur Poutine et ensuite dire « Salut Vladimir, comment ça va? On s'en sort sur cet accord ?» Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas aligné avec Poutine ni avec qui que ce soit. Je suis aligné avec les États-Unis d'Amérique. Et je travaille pour le bien du monde. Je suis aligné avec les intérêts du monde et je veux passer à autre chose. Vous voyez toute la haine qu'il a contre Poutine. C'est difficile pour moi de trouver un accord avec autant de haine. Donc je comprends bien. Mais je peux vous dire que l'autre côté, l'autre partie, ne l'aime pas vraiment non plus. Donc, sur cette question d'alignement, je dois dire que je suis aligné avec les intérêts du monde. Je veux passer à autre chose, je veux régler ce conflit. Je suis aligné avec les intérêts de l'Europe. Je veux voir si on peut réussir cet accord. Vous voulez que je sois dur? Je peux être plus dur que qui que ce soit. Je peux être tellement dur. Mais on aura... Et ici, la séquence commence comme ça, difficile de savoir. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que Vladimir Zelensky, il est venu ici alors qu'il vient signer l'accord sur les minerais ukrainiens par rapport à l'argent des Américains que Donald Trump voulait récupérer et que c'est le préalable à ce que les Américains puissent négocier un cessez-le-feu. Ici, je suis obligé d'arrêter là pour essayer de contextualiser un peu. Donald Trump, il dit ça parce que Zelensky a déjà commencé à se montrer véhément, ou en tout cas à dire des choses sur Vladimir Poutine. Je ne sais pas s'il les a dit en off ou s'il les a dit en public. Et donc beaucoup ont coupé la séquence ici. Pour beaucoup de monde, la séquence commence ici. Mais si la séquence oublie, c'est que Vladimir Zelensky, ou ce que Volodymyr Zelensky était en train de dire à Trump par rapport à Poutine, sachant que Trump et Poutine sont en train de négocier et ont des rapports plutôt cordiaux, celui qui a commencé à provoquer cet incident, c'est donc bien c'est donc bien Volodymyr Zelensky que Donald Trump. Parce qu'ici, Donald Trump, il vous dit, après ce qu'il vient de dire pour Poutine, vous voulez que moi je fasse quoi? Vous voulez que donc je rentre dans son jeu, je commence à dire du mal de Poutine, et après je vais aller dire à Poutine que il faut qu'on signe un accord. Et Donald Trump ne veut pas rentrer dans ce jeu-là parce que c'est ce que quasiment tous les acteurs occidentaux ont fait pendant la première phase de cette guerre, quand ils faisaient croire à l'Ukraine que l'Ukraine allait gagner. Même Macron a dit que Poutine ne devait pas gagner cette guerre, la Russie ne devait pas gagner cette guerre. Et tous ont confondu à la fois la Russie et Poutine, ont empiété sur Poutine et la Russie, ont condamné Poutine et la Russie, et tous ont œuvré pour dire que Poutine était responsable de Boucha, les enquêtes qui ne sont jamais finies, et eux tous ont voulu que la CPI prenne un mandat d'arrêt contre Poutine, alors que Poutine, contrairement à beaucoup d'autres endroits où il ne demande pas de mandat d'arrêt, Poutine était juste responsable d'avoir pris des gamins, de les avoir enlevés dans un lieu de guerre et de les avoir emmenés en sécurité. Et je suis sûr que si jamais la CPI voudrait enquêter, il saurait où se trouvent ces enfants et pourrait vérifier si ces enfants-là ont subi des exactions ou pas. Contrairement à plein d'endroits où on a subi autre chose et où les mandats d'arrêt prennent beaucoup plus long à sortir ou même ne sortent jamais. Jamais un accord comme ça. Donc voilà comment on avance. Une autre question. Oui, j'aimerais réagir. Pendant 4 ans, les États-Unis d'Amérique ont eu un président qui a organisé des conférences de presse et qui a parlé en des termes durs sur Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine et a pris une partie du pays. Le chemin vers la paix et la prospérité consiste à
s'engager avec la diplomatie. Nous avons essayé la technique de Biden de taper un petit peu sur son torse et dire que les mots étaient plus importants. Mais ce qui fait des États-Unis un bon pays, c'est que les États-Unis travaillent par voie diplomatique. Voilà ce que fait le président Trump. Et donc ici, là aussi, vous voyez la première chose dans cette séquence. Je ne sais pas si c'est la première fois que c'est la première fois que J.D. Vance prend la parole ou pas, mais dans cette séquence, c'est la première fois qu'il prend la parole. Et il vient vous dire ici, la méthode qui consiste à faire comme Zelensky, à diaboliser Poutine, à mettre dans sa constitution qu'on ne peut pas négocier avec Poutine tant que Poutine est à la tête de la Russie, et à dire du mal de Poutine et de la Russie, ça n'a pas marché. Non seulement ça n'a pas marché parce qu'on faisait cela, on le diabolisait parce qu'on pensait qu'in fine, on mettrait la Russie à terre, à genoux, et que donc Poutine diabolisé, on pourrait facilement vendre à l'opinion publique le renversement, le changement de pouvoir, comme eux tous. Ils ont appelé pour que ça se fasse en Russie. Vous vous souvenez? Ils ont fait tomber des sanctions et des sanctions et des sanctions dans l'espoir que ça allait pousser les Russes à renverser Poutine. Ils ont saisi les biens des oligarques. Ils ont mis une forte pression aux oligarques en croyant que les oligarques en Russie jouaient les mêmes rôles que les oligarques en Europe. Nous savons que les oligarques en Europe tiennent les politiciens, et particulièrement en France, parce qu'ils ont tous acheté les médias. Et donc, si tu commences à t'attaquer aux milliardaires, ils peuvent tout de suite te rendre inéligible. Parce qu'ils vont te diaboliser dans les médias. Et comme l'électorat le plus important qui vote, ce sont les électorats préparés, genre la bourgeoisie, et ensuite il y a la grosse électorat qui vote les vieux, donc ils vont te diaboliser auprès des vieux, et les vieux ne vont pas sur Internet pour aller de fouiller. Les vieux ne font pas l'effort d'aller sur Internet pour fouiller, pour voir si ce que les médias leur disent est vrai ou pas. Et donc, ils vont te rendre inéligible parce que si tu ne captes pas le vote des vieux, étant donné que la société est disloquée, tu auras très peu de chances d'être élu. Voilà comment les milliardaires pèsent sur les politiciens. Et ils pensaient que ça a été la même chose pour les oligarques russes. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Les oligarques russes ne pèsent rien. Ils sont riches justement parce que Poutine leur a dit « Faites vos business, vous occupez pas de la politique ». Et de toute manière, on sait dans quel état ces gens-là, avant que Poutine ne leur mette au pas, avaient mis la Russie. Et donc la population est avec Poutine dans le traitement qu'il a donné aux oligarques. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de la mine de sel ou de la mine de je ne sais pas quoi, qu'il y avait un oligarque qui voulait soi-disant s'amuser à fermer ça, et que Poutine l'avait mis au banc devant tout le monde, lui avait fait signer les papiers comme quoi il n'allait pas faire fermer la mine. Vous ne verrez jamais, en tout cas dans cette forme-là, ou dans ce régime actuel français, une autorité politique française recadrer les oligarques français ou les milliardaires français de la manière dont Vladimir Poutine l'a fait. Même si ceux-là ont tort, et on sait qu'ils ont beaucoup tort, et on sait qu'ils ont beaucoup profité des subventions de l'État pour s'enrichir, vous ne verrez jamais personne leur remettre à leur place comme l'a fait Poutine. Et donc ici, J.D. Vance vient rappeler que non, la méthode qui consiste à diaboliser Poutine auprès de l'opinion publique et à faire croire qu'on va gagner et à bomber le torse, ça n'a pas marché parce que, on n'a pas réussi à totalement le diaboliser, on n'a pas réussi à les mettre à genoux, on n'a pas réussi à les battre sur les terrains, et donc c'est bon, il est temps d'arrêter le cinéma et de revenir à la réelle diplomatie, à voir quelles sont les forces en présence, qui est en position de domination, qui est en position de faiblesse, qu'est-ce qu'on peut donner pour avoir la paix, ou qu'est-ce qu'on peut retirer pour avoir la paix. Or, Zelensky, il est toujours dans l'idéologie des Européens, qui est celle de Macron, qui est celle de Slamer, et c'est certainement ça qui l'a poussé à faire les conneries qu'il a fait ici. Il occupe de grands territoires sur l'Ukraine, dans l'est de l'Ukraine et la Crimée. Vladimir Poutine a envahi la Crimée en 2014.
Pendant de nombreuses années, donc je ne parle pas que de Biden, mais il y avait Obama, le président Obama, puis le président Trump, puis le président Biden, à nouveau le président Trump. Et nous espérons que le président Trump arrêtera cette guerre. Mais en 2014, personne n'a arrêté Poutine. Il a tout simplement occupé la Crimée. Il a tué des personnes. Vous savez, en 2015, en 2014. Alors, ici, il vient rappeler qu'en 2014, la Russie a annexé la Crimée. C'est qu'il ne dit pas c'est pourquoi la Russie a fait ça. À chaque fois, eux, les Occidentaux, qui ont pourri la tête de Zelensky ou que Zelensky reprend le logiciel, ne racontent jamais les causes de pourquoi les choses se sont passées. Ils font croire que Poutine est un dingue qui, sans réfléchir comme ça du jour au lendemain, a décidé non, on était tranquille, mais là, soudainement, on va venir, on va prendre la Crimée. C'est parce que les Américains, je crois, alors que la Crimée était un territoire ukrainien, déjà, ils souffraient déjà des problèmes qu'il y avait entre les russophones et les Ukrainiens, et c'est ce qu'on leur faisait depuis Maïdan, mais les Américains, je crois, ils envisageaient de construire une base ou de faire quelque chose qui allait empêcher à la Russie d'avoir accès à cette mer-là. Ils voulaient faire une base, ils voulaient faire quelque chose en Crimée que les Russes n'ont pas supporté. En tout cas, il y avait des implications militaires sur cette zone-là qui ont fait que les Russes, ils ont dit « niet ». On va s'établir en Crimée, comme ça vous allez oublier cette chose-là une bonne fois pour toutes. Et quand ils sont arrivés en Crimée, la population de Crimée, qui était déjà en train de subir les conflits russo-ukrainiens qui existaient déjà entre les communautés russes et les communautés ukrainiennes, eh ben, ont fait le référendum et ont tous voulu passer sous pavillon russe de la Fédération de Russie. Et donc, c'est toujours important de rappeler ces petites choses-là, parce que eux, ils sont toujours comme ça. Ils se plaignent toujours des conséquences, mais ne rappellent jamais les causes. Et c'est ce qui est en train de tuer l'Europe. Mais je n'étais pas là. Oui, mais en 2014 jusqu'à 2022, la situation était la même. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont mortes. Personne ne l'a arrêté. Nous avons échangé avec lui. Nous avons échangé en bilatéral à de nombreuses reprises. Et avec lui, nous avons signé, comme en 2019, j'ai signé avec lui un accord. J'ai signé avec lui, avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, nous avons signé un cessez-le-feu. Et tout le monde m'a dit que nous avons signé, hein, c'était écrit. Bon, écoutez-moi ce menteur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai fait le commentaire de la séquence de Vincent Herweg quand il parlait du fait que le sort de Zelensky était scellé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait déjà des conflits entre les partis russophones et les partis ukrainiennes en Ukraine. Zelensky, il a été élu sous la promesse qu'il allait mettre fin à cela. Il allait trouver le moyen de pacifier les rapports entre les deux et d'arrêter ce que les présidents qui étaient venus avant lui avaient fait et avaient promis de faire. Au lieu de ça, il est parti se rapprocher des bandéristes qui, eux, voulaient s'en prendre aux populations russophones de l'Ukraine et deuxièmement, ont voulu faire cesser l'influence russe en Ukraine en se rapprochant de l'Union européenne. Ça encore, ce n'était pas trop un problème, mais la cerise sur le McDo, comme je dis toujours, pas sur le gâteau mais sur le McDo, ça était que Zelensky et ces gens-là ont commencé à rêver de l'idiotie que la Russie avait déjà prévenu les Américains et les Otaniens. On envisage, enfin, l'OTAN en Ukraine, c'est niet. L'OTAN en Ukraine, ça sera la guerre. Zelensky et ses amis, les bandéristes, ont voulu faire ça. Et à partir de là, ils ont dit c'était fini. À partir de là, c'était cuit. Et c'est pour cela, là encore, le secrétaire de la défense américain parle de Minsk II. Ils sont venus signer Minsk II, et là lui-même, il parle de Macron. Mais avant ça, ils avaient signé Minsk II, et on vous dit qu'à la signature de Minsk II, ces mêmes Européens-là dont tu parles, se sont mis d'accord pour armer l'OTAN, enfin pour armer l'Ukraine, pour que l'Ukraine
au moment décisif qui était 2022, puisse s'en prendre aux populations du Donbass. Et ce qui a été mauvais pour Zelensky, comme le seul géostratège ou géopoliticien américain l'avait prédit, démographiquement, la Russie ne pouvait contrecarrer ses plans de l'OTAN en Ukraine que en 2022, puisqu'à partir de 2022, on allait rentrer dans une phase de décroissance de la population qu'ils essayent de combattre, qui allait faire que la Russie ne serait pas en mesure de pouvoir faire ce qu'elle a fait là. Et donc, comme la menace continuait et se précisait que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, eh ben, les Russes sont rentrés en Ukraine pour prévenir ce qui était déjà bien calculé ailleurs et que d'autres savaient. Si les Russes n'étaient pas intervenus avant attendu 2023-2024, démographiquement, ils allaient rentrer dans une phase où cela allait être plus difficile. Et donc ici encore, même lui là comme il est là, il continue de mentir. Tout ce qu'il dit là jusqu'à maintenant, moi je n'ai pas trouvé un instant où il a dit quelque chose de probant par rapport à Poutine. Lui, il a été élu et il a fait l'exact contraire de ce pourquoi il a été élu. Il a été élu avec les accords, il a été élu avec l'accord des Russes. L'Ukraine était déjà sous influence américaine, mais sa campagne était une campagne d'apaisement pour les Russes. Et à la fin, il a trahi toutes les promesses de sa campagne en voulant s'en prendre aux populations du Donbass. Et aujourd'hui, quand je vois maintenant quels sont les intérêts en jeu, je me dis que ces gens-là voulaient faire de l'épuration ethnique en Lugansk et dans le Donbass. Pourquoi? Pour prendre ces fameuses terres rares aujourd'hui qui sont devenues l'alpha et l'oméga de cette guerre. Parce que Donald Trump ici, il veut son argent en échange de ces terres rares et de ces minerais. Et on sait que là, les Français et les Britanniques, avant même que Trump n'arrive au pouvoir, étaient déjà en train de négocier pour que eux aussi, ils aient leur part sur ces terres rares. Et donc, ce qui se passe dans cette séquence est révélateur de comment le monde marchait avant. Emmanuel Macron, Stammer, celui qui était avant Stammer, et tout, Richie machin là, et tout ça là, c'était passez-moi l'expression, c'était des foucs. Ils viennent là nous raconter des valeurs de machin, aider l'Ukraine est agressée. Non. Quand les populations russophones ont déclaré qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que le gouvernement allait faire et que le gouvernement a dit qu'ils allaient les maltraiter, et je vous dis ici d'aller écouter ce que Poroshenko disait qu'on allait faire aux Ukrainiens russes d'Ukraine, allez écouter comment ils disent que leurs enfants allaient souffrir, que leur langue allait souffrir, qu'ils allaient faire disparaître tout ça. Sans honte, avec la protection des Occidentaux, les autorités ukrainiennes pro-occidentales disaient ça, promettaient une épuration ethnique aux Russes. Mais eux, ils ne se sont jamais plaints. Lui, il a été élu parce qu'il n'avait pas tenu ce discours-là. Mais ce qu'il a fait, c'est reprendre cet agenda-là. Et c'est ça qui a provoqué tout ça. Et les Américains se sont peut-être précipités en se disant que voilà, on arrive à l'échéance, après 2022, ils ne seront pas très sûrs au niveau de l'armée ou quoi que ce soit, s'ils peuvent tenir la distance. Peut-être que Vladimir Poutine avait écouté cet Américain. Attendez, je vais vous mettre la séquence. Voilà, il est là. La Russie Écoutez bien ce qu'il n'aura dit. pas d'autres options que de rentrer en guerre en Ukraine en février 2022. Cette analyse date d'avril 2017. Je vous propose d'écouter un extrait de la conférence de Peter Zeihan, analyste américain en géopolitique, et on retrouve tout de suite après l'homme qui avait prédit ces opérations russes en Ukraine. Pendant la période soviétique, la Russie contrôlait 9 portes d'entrée, mais après cette période, ils sont passés de 9 à 2. Maintenant, elle n'en contrôle que 2.
3 avec l'annexion de la Crimée. 5 des anciennes portes d'entrée sont à l'ouest. Et pour que la Russie reprenne ses accès, il ne faut pas seulement qu'elle prenne l'Ukraine, mais qu'elle prenne aussi l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la moitié de la Pologne, la moitié de la Roumanie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie. Et comment cela va se faire ? Il y a plusieurs possibilités et les Russes ont tous les outils pour le faire. Et les Russes ne voient aucune résistance significative. Les sanctions financières ne les atteignent pas et ne les feront pas se remettre en question. Et on vous retrouve donc, Peter Zeihan, depuis les montagnes du Colorado aux États-Unis. Vous êtes analyste en stratégie géopolitique. Première question, et j'imagine que vous êtes tout sauf devin ou magicien. Visiblement, ça vous fait sourire, ou même rire. Possédez-vous des pouvoirs que d'autres n'ont pas? Parce que vous êtes le seul à avoir annoncé que la Russie allait lancer ses opérations en février 2022. C'était de cela il y a 5 ans. Je ne dirais pas que je suis un magicien, mais ce qui est certain, c'est que je possède des outils que d'autres n'utilisent pas, notamment la géographie et la démographie. Nous avons toujours su que si les Russes arrivaient à survivre en tant que peuple, ils devraient recréer des liens avec les pays voisins qui avaient voulu les envahir avant, notamment l'Ukraine. Donc c'était certain que cela allait arriver. Et d'un point de vue démographique, on voyait bien que la population était en train de s'écrouler. Et 2022 était la dernière année où la Russie avait assez d'hommes pour remplir les rangs de son armée. Donc c'était vraiment maintenant ou jamais. Et on a pu prévoir ça depuis quelques années. Et vous avez écrit et dit aussi que la Russie avait programmé ses opérations et en premier lieu, moins pour des raisons militaires, mais plus pour des raisons financières et surtout énergétiques. Ce qu'on va voir au cours des 3 prochains mois, c'est que le programme était d'utiliser l'énergie pour faire voler en éclats l'alliance de l'OTAN. Donc je pense que les Russes sont aussi étonnés que vous et moi quand ils voient à quel point les Européens sont soudés pour imposer des sanctions. Mais dans un futur proche, tous les gazoducs qui passent par la Biélorussie et l'Ukraine ne fonctionneront plus, soit parce que les Russes les auront détruits accidentellement, soit parce que les Ukrainiens les auront fait exploser. Et quand cela se produira, il ne restera que 2 gazoducs, celui qui passe sous la mer Baltique, le Nord Stream, et celui qui passe en dessous de la mer Noire, le Blue Stream. Ils arrivent directement en Allemagne et en Turquie. Ce qui veut dire que très bientôt, les Russes vont pouvoir aller à Berlin ou à Ankara et leur dire « Nous pouvons continuer à vous alimenter en énergie, mais vous seulement ». Et uniquement à condition que vous fassiez en sorte que l'OTAN ne puisse pas agir pour défendre l'Ukraine. Et je ne sais pas ce que l'Allemagne et la Turquie vont faire, mais c'est ce qu'il va se passer très bientôt. Ouais, en attendant, l'OTAN ne fait rien pour le moment. L'avenir nous le dira. Pour le moment, nous sommes encore au début du conflit. Cela fait seulement 3 semaines qu'il a commencé. Voilà, donc on va pas développer jusqu'à la fin, puisque ça pourrait faire l'objet de toute une vidéo, mais il y avait déjà des gens, à travers d'autres éléments. Jacques Beau aussi a développé une séquence où il a expliqué comment les Américains préparaient déjà le démantèlement de la Russie. Si jamais ils réussissaient ce qu'ils voulaient faire là, parce que le but, c'était de provoquer la Russie, que la Russie prenne l'Ukraine et après d'attaquer la Russie pour rentrer en Russie, comme l'avait aussi dit le général de l'OTAN, puisqu'on sait que eux au début, ils font toujours semblant que le mandat, c'est de faire le minimum, de repousser l'ennemi. Et après, ils débordent le mandat, ils font n'importe quoi. Comme on a vu en Irak, comme on a vu en Libye. Et donc, tout ça était bien ficelé, mais tout ça a sauté tout ça est parti en fumée. Et Zelensky, ici, il vient, il leur parle à eux comme ça, comme si eux ne savent pas les véritables raisons pour lesquelles tout ceci se sont faits. Là, Zelensky, ce qu'il voulait faire, c'est que lui, comme Macron, il voulait faire leur show. Il voulait raconter encore des salades au public qui ont fait que ça s'est mal passé. Parce que là, les causes pour lesquelles il est en train de soi-disant vouloir incriminer Poutine ne sont pas les réelles causes de pourquoi toutes ces choses-là sont arrivées. Mais après ça, il a brisé le cessez-le-feu, il a tué nos concitoyens. Il n'a pas échangé de prisonniers. Pourtant, nous avions signé un accord sur l'échange de prisonniers, mais il n'a pas respecté le contrat. De quel type de diplomatie parlez-vous, JD? Et donc, ici, il y a la journaliste Anne-Laure, je ne sais pas quoi, la journaliste française, qui a déjà documenté, qui a montré comment, bien avant cette attaque, je ne sais même pas si c'est bien avant 2014, l'armée ukrainienne s'en prenait aux populations du Donbass. Comment eux tous, les Occidentaux, savent
ce qui se passait en Ukraine. Comment les Ukrainiens maltraités et exterminés, ou maltraités et, je ne sais pas si exterminer le bon mot, en tout cas s'en prenaient aux populations du Donbass. Ce n'est pas caché. Le pourquoi, peut-être que maintenant on le comprend mieux, c'était parce que cette partie-là de l'Ukraine est celle qui contenait le plus les richesses de l'Ukraine. Et la Crimée était une zone géostratégique par rapport à l'accès à la mer. Que là aussi, si les Russes perdaient ça en 2014, ils n'allaient plus avoir accès à la mer. Que signifiez-vous? Je parle d'une diplomatie qui peut mettre un terme à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ce n'est pas respectueux de... Ouais, c'est là que le problème est parti. C'est que J.D. Vance, dans sa première intervention, il n'a rien dit de mal. Il a dit qu'il est temps qu'on passe à une autre diplomatie. Et c'est Zelensky qui a commencé à vouloir lui faire la leçon. Que soi-disant, vous ne comprenez pas de quoi vous parlez, Poutine est un traître, Poutine est un machin, il a tué, il a fait ceci, il a fait cela. Et là, on lui a dit non, on parle d'une diplomatie qui va vous aider à mettre fin à la guerre. Parce que cette route-là que vous prenez ne met pas fin à la guerre, et pendant ce temps-là, vous êtes là, vous vous baladez ici, mais ce sont les enfants ukrainiens qui meurent. Et donc, ça y est, maintenant là, l'embrouille est partie. Et donc ici, vous comprenez bien que celui qui a causé l'embrouille, c'est Zelensky, et non Trump ou J.D. Vance, comme on l'affiche partout dans les télés des Occidentaux. Venir à la Maison-Blanche et de dire ça aux médias. Vous forcez des personnes à aller sur la ligne de front. Vous devriez remercier le président Trump de mettre un terme à ce conflit. Voilà. Et donc, en faisant cela, c'est lui-même qui a ouvert la boîte de Pandore. Parce que lui, on lui a parlé de manière diplomatique, qu'on était là pour chercher un deal. Lui, il a commencé à vouloir dire que vous vous trompez, on ne peut pas chercher un deal avec un machin. On lui a dit non, mais là, tu as incrimé Poutine, et tu viens dire ça devant les médias, on ne sait pas pourquoi, mais c'est pas ça qu'on cherche ici. Et en plus de ça, c'est irrespectueux parce que on n'est même pas encore au niveau de parler de traité de paix ou de quoi que ce soit. On est encore au niveau où on doit signer un accord sur l'argent qu'on a dépensé pour vous. Et après ça, on va s'occuper d'une autre étape. Et après ça, on va s'occuper d'une autre étape. Ce n'était même pas la séquence dans laquelle Zelensky a ramené cette conversation. Et là, puisqu'il était en train de donner des raisons mensongères, d'envisager de négocier avec Poutine, on le lui a rappelé c'est quoi sa véritable situation. On lui a rappelé qu'il n'est pas en mesure de faire la fine bouche sur la diplomatie que les Américains veulent faire en Ukraine parce qu'il n'a plus de troupes. Shout out à Xavier Titelman et à tous les généraux des plateaux de LCI. Ils savent que l'Ukraine n'a plus de soldats. L'Ukraine a de moins en moins de soldats. Et là aussi, on vous avait fait une vidéo, c'est History Legend qui l'avait documenté, comment les pertes sont très supérieures aux nouveaux conscrits du côté ukrainien. Et que cela affaiblit l'armée ukrainienne de mois en mois, parce que chaque mois, il y a beaucoup moins de gens pour repartir au front qu'il n'en sort. Et donc on vous dit qu'ils forcent les gens, puisqu'on a vu les images de comment ils attrapent les gens dans la rue, pour que 2 semaines plus tard, ils aillent finir au front. Et on a vu aussi comment les Français ont eu le camouflet, en disant qu'ils voulaient former des Ukrainiens, et je crois la moitié des troupes avaient disparu avant que l'unité arrive au front. Donc ce que J.D. Vance dit, il n'a pas inventé. Ce n'est que la vérité. L'Ukraine n'est pas en position de faire la fine bouche si elle veut arrêter ce massacre. Puisque plus ça va, moins elle sera en mesure de pouvoir le faire. En tout cas, sans l'aide américaine. Mais vous devriez voir le conflit. J'ai vu les histoires et je sais ce que vous faites. Vous faites une tournée de propagande. Vous avez des difficultés à recruter des personnes pour l'armée, non? Et aujourd'hui, vous venez à la Maison-Blanche et vous vous attaquez à l'administration qui essaie d'éviter la destruction de votre pays. Beaucoup de questions. Commençons par la première. Tout d'abord. Bon, là, tu vois que les antagonismes commencent à sortir.
On le traite de propagandiste, ce qui n'est pas faux. Et il fait la propagande de l'idéologie européenne, de ceux qui pensent que eux, ils arriveront à vaincre la Russie alors que là, ils sont en train d'aller vers le mur. Et on lui dit que l'attitude qu'il a, parce que normalement, on n'était pas venu là pour faire ça, bah, ça, ce n'est pas productif et c'est un manque de respect. Parce que tous les autres qui sont venus avant, souvenez-vous, pour Macron, comment ils fanfaronnent dans son TikTok, eh ben, il n'a pas fait la moitié de ce qu'il avait dit qu'il allait faire aux États-Unis. Bien que les journaux français se sont dit « Oh, il est merveilleux, il a coupé la parole 2 fois à, Macron, à Trump et tout ça. » On a bien vu que le même jour, la France est en train de prendre un camouflet aux Nations Unies. La même semaine, les Américains étaient en train de sanctionner leur protégé Kabarebe. Et la même semaine, Slammer, lui aussi, par rapport au fait de, soi-disant, envisager de traîner l'Ukraine dans l'OTAN, avait pris un nom de un fin de non-recevoir sec. Quand on lui a dit que ça n'arrivera pas, devant Slammer, Trump a dit que ça n'arrivera pas. Mais Zelensky, sachant tout cela, a voulu faire le mal. Hein. C'est lui qui commence à vouloir faire la leçon, à vouloir faire la morale. C'est de là que tout part, comme je suis en train de vous le démontrer. Pendant la guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous. Et vous avez un océan entre la guerre et vous, mais vous allez ressentir l'impact. Vous ne savez pas ça. Voilà. C'est là que ça part en sucette. C'est là que tout part en sucette. C'est que Zelensky, au lieu de s'arrêter, il vient dire, pendant la guerre, tout le monde a des problèmes. Vous avez un océan entre vous et la guerre, mais vous aussi, bientôt, vous allez la ressentir. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'ils vont la ressentir? La Russie ne s'est jamais directement attaquée aux intérêts américains depuis le début de ce conflit. Donc ça veut dire que lui, il sait des trucs qui vont se passer que les Américains ne savent pas. Parce que concrètement, si l'embrouille se trouve en Ukraine, sur le sol ukrainien, où il n'y a pas un soldat américain, et où les Russes préviennent les Américains à chaque fois qu'ils doivent faire un truc conséquent, et où les Américains consultent les Russes eux aussi avant de faire un truc conséquent, comment est-ce que lui, il peut venir faire peser une menace sur les États-Unis? C'est Zelensky qui déborde le cadre dans lequel il est. Ce ne sont pas les Américains. C'est lui qui a ouvert les hostilités. Parce que ça, c'est une menace. Ça, c'est une menace qu'il dit envers les Américains, envers le président et le vice-président américain, devant les médias américains. À quoi s'attendait-il? Parce que j'attende, enfin, à moins que je me trompe, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas attendu ni J.D. Vance, ni Donald Trump, dire que cette guerre ne nous concerne pas, nous sommes protégés par le fait que nous sommes de l'autre côté de l'Atlantique. Ils n'ont pas dit ces mots-là. Et donc, lui, il était venu, je ne sais pas, peut-être qu'il est venu ici avec un plan pour, une bonne fois pour toutes, bloquer les Européens, parce que en s'opposant de manière aussi frontale aux Américains, il savait forcément qu'il allait faire pitié. Ou en tout cas, peut-être que ça allait forcer les Européens à... Enfin, en se braquant de manière aussi... Enfin, en prenant cette posture face au président américain et au vice-président américain, il ne pouvait pas ignorer que cela conduirait à des problèmes. Et donc, comme moi je vous le démontre ici, c'est Zelensky qui a déclenché les problèmes. Ce ne sont pas les deux autres. Non, ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de régler un problème. Ne nous dites pas ce que l'on va ressentir comme effet. Non, vous n'êtes pas en position de nous dire ça. C'est la première chose. Vous n'êtes pas du tout en position de dicter ce que nous allons ressentir ou les impacts que nous allons ressentir. Voilà. C'est parti en sucette. Il n'aurait pas dû faire ça. Et là, maintenant, on lui rappelle quelle est la réalité de ce qui est de cette situation. Contrairement à tous les militaires de plateau qui racontent leur vie, lui, il est au courant de qu'est-ce que les Américains peuvent donner ou pas, de qu'est-ce que les Ukrainiens utilisent ou pas. Et dans la prochaine vidéo, vous vous rendrez bien compte que les Ukrainiens, les diplomates ukrainiens, les diplomates, les militaires ukrainiens
l'ont déjà dit. Ça ne sert à rien de compter sur l'aide européenne sans les États-Unis parce que la majorité des trucs qu'on utilise viennent des États-Unis. Sans l'aide américaine, c'est cuit. Les Européens, ils peuvent sortir autant d'argent qu'ils veulent. Ils ne sortiront pas d'hommes et ils ne pourront pas donner assez d'armes efficaces pour, ne serait-ce qu'à ralentir la Russie comme ils pourraient, enfin, ils ne pourraient pas donner assez d'armes ni pour stabiliser le front, ni pour ralentir la Russie. Parce que même avec l'aide américaine, la Russie avance. Alors si l'aide américaine est perdue, ou si l'aide américaine est perdue, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Même avec tout l'argent du monde, il n'y aura rien. Parce que de toute manière, cet argent qui va être mis, ça va être mis pour acheter de l'équipement américain. Parce que sans ça, c'est pas possible. Et peut-être qu'ici, dans l'autre vidéo, on va voir que c'est le serpent qui se mord la queue pour l'Europe en tout cas, et même pour Zelensky. Puisque ici, si cette situation devait se poursuivre, ceux qu'ils achètent à crédit, ils vont être obligés de l'acheter comptant. Ce qui va conduire à la dégradation économique de l'Europe, comme c'est pas permis, à vitesse grand V. Nous allons nous sentir très très bien, nous allons nous sentir forts. Vous allez vous sentir influencé. Vous n'êtes pas en position pour le moment de dire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas dans une bonne position aujourd'hui. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Ah, grâce à nous, vous avez quelques cartes en main. Monsieur le Président. En tout cas, grâce à ça, le monde entier sait que tous les lesbroufs qu'on a dit sur l'Ukraine, soi-disant, ils pourront tenir, tout ça là, c'est fini. Ils sont dans une position précaire. Et on le constate tous les jours si vous suivez les gens qui suivent ce conflit avec les cartes. Les cartes ne mentent pas. Les cartes montrent que on est dans une phase cruciale de ce conflit parce que tous les grands verrous ukrainiens sont en train de tomber tous en même temps. Vers Kupiansk, les Russes ont fait passer des ponts. Et dans tout le reste des endroits de ce conflit, les Russes ont presque traversé le fleuve. Donc ça veut dire que la frontière naturelle qui protégeait les Ukrainiens est en train de tomber un peu partout. Donc une fois que toutes ces fortifications, toutes ces frontières naturelles seront dépassées par les Russes, après le couteau il va rentrer comme dans du beurre. C'est ce que les gens comme les Titelman ne comprennent pas en disant oui, à cette vitesse-là, il va falloir 3 ans. Non. Une fois que une fois que les endroits possédant un relief qui permet aux Ukrainiens de quand même un peu ralentir l'avancée des Russes seront pris, ça sera du plat. Et là, les Russes vont rentrer comme dans du beurre. Le Dniepr, là, s'il a fallu 3 ans pour arriver jusqu'à là, il va falloir qu'il y ait quelques semaines pour que les Russes, une fois qu'ils ont percé ça, arrivent jusqu'au Dniepr. Ça va se passer exactement comme Avdiivka est tombé. Quand Avdiivka est tombé, vous avez vu comment il y a eu une accélération derrière? Et bien là, nous sommes en train d'arriver vers les dernières poches de résistance. Et quand ceux-là vont tomber, il n'y aura plus rien derrière. Et c'est ça que vous devez faire comprendre à des gens comme les Titelman, parce que lui, vraiment, c'est catastrophique. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est un manque de respect pour le pays, ce pays. Donc, je ne sais pas en quoi c'est la Troisième Guerre mondiale, s'il y a un risque de Troisième Guerre mondiale, étant donné que les Américains se sont positionnés de manière claire. Et donc, peut-être que ici, Trump, sans le dire, dit les choses que nous avons vues ici. Les attaques contre les centrales que les Russes détiennent, la plus ou moins attaque avortée d'essayer de prendre la centrale de Kursk. Toutes ces petites choses qu'on nous a dit que soi-disant c'était les Russes qui faisaient, que peut-être que les Américains ont la preuve que non, c'est Zelensky qui, à chaque fois, a fait frôler la Troisième Guerre mondiale aux gens. Parce que concrètement, pourquoi Trump irait dire ça? Mais ce qui est sûr, c'est que Zelensky, il a sacrifié des millions de vies ukrainiennes. Ça, par contre, plus le conflit avance, moins il peut le cacher. Non, je vous respecte.
Est-ce que vous avez dit merci au moins une fois? Dans cette réunion, durant cette réunion, est-ce que vous avez dit merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et vous avez fait campagne pour l'opposition au mois d'octobre. Donc au moins vous devriez exprimer de la gratitude envers les États-Unis et le président essaye de sauver votre pays. S'il vous plaît. Ah, comme on dit, rien n'est gratuit, hein. Alors qu'il était président de l'Ukraine, sachant que l'issue de la présidence n'était pas acquise, au lieu de faire comme le président américain, d'être dans les deux camps ou d'être neutre, lui, il avait choisi d'être contre Donald Trump. Et ici, on le lui rappelle. Et ça aussi, c'est l'une des choses qui reviendront parmi les gens qui commentent cette phase, l'antagonisme qu'il y a entre Trump et Zelensky. Zelensky a fait beaucoup dans les difficultés politiques qu'a connues Trump. Et même, je crois, Trump va le rappeler un peu plus tard, quand il va encore plus s'énerver. Si vous parlez fort de la guerre, il ne parle pas fort. Il ne parle pas fort. Votre pays est en très grande difficulté. Est-ce que je peux parler? Non, 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 vous ne parlez pas. Votre pays est en difficulté. Oui, je le sais. Vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas. Au moins, la vérité est dit. Au moins, la vérité est dit. On ne va plus écouter les Titelman, les Macron, tous ces faux culs là, tous ces menteurs là, on va plus les écouter. Parce qu'eux, ils nous font croire qu'il y a encore un espoir, ou je sais pas quoi, que l'Ukraine fasse quelque chose face à la Russie, l'Ukraine résiste. On dit ici, vous ne gagnez pas. Et si vous ne gagnez pas dans une guerre, vous êtes en train de perdre. Vous avez une chance de vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, nous sommes forts dans notre pays. Depuis le début de la guerre, nous avons été seuls et nous sommes reconnaissants. Voilà, encore un autre mensonge. Nous sommes forts dans notre pays et depuis le début de la guerre, nous avons été seuls. Quand vous avez été seuls, les Russes ont fait le minimum de dégâts dans votre pays. Ils se sont attaqués qu'aux cibles militaires. Ils ont déstabilisé l'appareil militaire ukrainien et ils vous ont forcé à signer ou en tout cas à négocier un traité de paix ou de cessez-le-feu. Et à partir du moment où les ventes en guerre, ceux qui voulaient profiter de vous, les Européens, ont vu cela, ils sont venus vous promettre non pas de vous aider à lutter contre la Russie, mais ils sont venus vous promettre la victoire. Et depuis, vous n'êtes plus seul. Vous avez tout l'argent des Européens, plus l'appareil militaire de l'OTAN, plus l'aide que les États-Unis ont donnée. Donc ce n'est pas vous qui avez combattu la Russie depuis l'avortement de ce traité de paix que vous avez signé avec la Russie, c'est tout l'Occident qui a combattu la Russie. Et maintenant, c'est en train de devenir problématique parce que l'allié majeur dans cette confrontation avec la Russie est en train de vous dire que lui, en tout cas, l'aide gratuite, il n'y a plus, et que c'est le moment de se faire rembourser, et que si jamais vous n'acceptez pas qu'on arrête ça, eh ben, vous ne pourrez pas continuer avec lui, parce que ce qu'on vous a donné, vous n'avez même pas encore déjà payé. Et aussi, ce que Trump fait bien comprendre ici, malgré toute l'aide qu'ils ont reçue, ils sont en train de perdre. Shout out à Titelman. Vous n'avez pas été seul, vous n'avez pas été seul. Voilà. Nous vous avons donné 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné de l'équipement militaire. Vos équipes sont courageuses. Mais si vous n'aviez pas notre équipement militaire, si vous n'aviez pas notre matériel militaire, cette guerre se serait terminée en 2 semaines. Voilà. La vérité est dite. On leur a donné l'équipement militaire, l'information, on leur a tout donné. Sans cela, comme l'avait dit Vladimir Poutine, cette guerre n'aurait pas duré. Et c'est Titelman qui souvent oublie ça. Il dit que la Russie n'a pas gagné. La Russie avait gagné cette guerre dans les premiers mois de cette confrontation. On vous rappelle que les Russes, ils étaient en haut du côté de Biélorusse, ils étaient proches de Kiev, ils étaient partout. Et qu'ils avaient accepté de se retirer dans les pourparlers parce que c'était l'une des conditions qu'avait demandé l'Ukraine pour continuer les négociations. Et donc ici encore, une fois de plus, un autre mensonge de Zelensky.
Je ne sais pas s'il y a un seul moment où ce monsieur ici, il a dit quelque chose de pertinent. La seule chose de pertinent que Zelensky a dit, c'est le courage des Ukrainiens. Parce que les Ukrainiens sont vraiment partis aller défendre leur pays. Et ça me fait de la peine pour eux parce que eux, ils sont partis par patriotisme alors que leur président a pris toutes ces décisions. Je ne pense pas que ce soit par patriotisme. Je pense que c'était par intérêt et par aveuglement des Européens. Et on vous dit que ces mêmes Européens ont déjà commencé à négocier le cadavre de l'Ukraine bien avant que Donald Trump n'arrive au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont choqués que Donald Trump veuille absolument se rembourser, mais eux-mêmes, ils avaient déjà commencé à négocier en sous-main. En quelques jours, oui, je l'ai entendu de la part de Poutine. En 3 jours, peut-être moins, en 2 semaines. Eh bien oui, ça va être vraiment très difficile de faire des affaires comme ça. Vous devriez... Et ici, vous avez la personnalité de Trump qui vous dit ça va être vraiment difficile de faire les affaires comme ça. Contrairement aux Européens ou aux menteurs comme Emmanuel Macron, qui viennent vous dire qu'on fait de la diplomatie, on aide, on défend nos valeurs et machin, nenni. Trump, il vous dit les affaires, c'est les affaires. Ici, personne ne gagne parce que pendant qu'on est en train de parler, on déverse de l'argent, mais les trucs qui rapportent de l'argent sont en train d'être pris par les Russes. Et donc, il n'y a pas moyen qu'on se rembourse. Donc, il est temps de changer les choses si on veut retrouver notre argent. Tandis que les Européens, eux, vous disent non, mais il faut aider l'Ukraine. Il y a un agresseur, il y a un agressé, il y a des choses qui ne se font pas. Nous avons eu raison de sanctionner. Ils tournent autour du pot. Alors que pour de vrai, comme on l'avait vu, le général Desportes là, l'avait dit, et il n'y a pas de honte à devoir prendre notre part du gâteau aussi. Ils veulent leur part du gâteau. Et surtout, eux tous pensaient que Trump n'arriverait jamais au pouvoir et qu'il réussirait à se partager le gâteau entre l'administration Biden ou après Biden qui était Kamala Harris, les Anglais et les Français, et les Européens. Or, la donne a changé. Parce que c'est qu'ils pensaient reprendre aux Russes. Ils ne l'ont pas fait. Donc le gâteau, il est devenu tout petit. Et Trump, il est arrivé, il n'était pas avec eux. Il a dit, moi, je me rembourse d'abord, après le reste, ça vous regarde. Et c'est certainement à cause de ça que les Européens ont gonflé la tête à celui-ci. Il est venu faire la broute qu'il ne fallait pas. Moi dire merci. J'ai dit merci à de nombreuses reprises au peuple américain. Mais il y a un désaccord. Et il va falloir régler ces désaccords, ces différends, avant de parler et de dire des mensonges aux médias américains. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Hier, quand je suivais ça, je voyais les gens comment ils étaient outrés sur les plateaux et tout ça. Là. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est ce qui se passe ici. Parce que maintenant que je reprends ça à tête froide, je me rends compte que J.D. Vance n'a pas dit grand-chose de choquant. Il a dit, vous ne manifestez pas de la gratitude, non pas avant, mais depuis que vous êtes là. Vous êtes en train de rencontrer des choses qui sont des demi-vérités parce qu'ils savent la vérité désormais. Et ce que vous dites, ce sont des mensonges que vous rencontrez à la population américaine. Or, Zelensky utilise exactement le logiciel des gens qui l'ont soutenu, les Européens qui passent leur temps à essayer de mentir à leur population. Et il dit bien ici, il y a un désaccord. Et donc, avant d'aller plus loin, il faut déjà qu'on se mette d'accord, qu'on a la même vision. Vous n'êtes pas en train de gagner, vous êtes en train de perdre. Et si vous êtes en train de perdre, il sera difficile pour tout le monde de récupérer son dû. Et donc, on a tous intérêt à se mettre d'accord sur le fait qu'il faut d'abord qu'on signe déjà l'accord de comment on va se rembourser et après d'aller voir comment on peut commencer à calmer les choses. Mais je pense qu'il est bon pour les Américains de voir ce qui se passe. Je pense que c'est très important. C'est pourquoi cet entretien dure aussi longtemps. Vous devez être reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Vos concitoyens meurent, vous manquez de soldats, vous avez de moins en moins de soldats. Ce serait... Et ensuite vous nous dites, oh, je ne veux pas de ces... Voilà. Ici, en fait, les Européens, ils sont choqués parce que, comme chez eux, ils ont continué le narratif comme quoi l'Ukraine avait les moyens de continuer à lutter contre la Russie, ici attendent les vérités qui n'ont pas été dites, qui ont été cachées par l'Union européenne et les Européens depuis tout ce temps et avec l'ancienne administration Biden, c'est que les différentes campagnes de recrutement ukrainiens ont déjà mis l'Ukraine à l'os. Et ce qu'on vous avait montré ici en vidéo ne fait que se confirmer. Ils n'ont plus de soldats.
En tout cas, le peu de soldats qu'ils ont, c'est le peu qui leur reste. Ils ne pourront pas les augmenter et ils ne pourront pas les interchanger. Donc ça veut dire que ceux qui sont bloqués au combat là, que comme on avait vu, que les femmes ukrainiennes réclamaient qu'ils reviennent, ils ne reviendront jamais si on ne trouve pas d'accord ici. Parce qu'on n'a personne pour les remplacer. Il y a beaucoup plus de gens qui meurent au front que des gens qui vont au front chaque mois. Et chaque mois, le nombre de morts est toujours supérieur au nombre de blessés. Cessez le feu, je ne veux pas de cesser le feu. Je veux continuer, je veux faire ci, je veux faire ça. Si vous pouviez avoir un cessez-le-feu aujourd'hui... Et donc ici, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Zelensky, plutôt que de venir signer un accord sur les minerais, sur comment les États-Unis vont se rembourser, il dit qu'il ne veut pas de cessez-le-feu. Il ne veut pas négocier un cessez-le-feu. Et donc vous comprenez que pourquoi Poutine a toujours été sur sa réserve de tous ces trucs que Trump fait. Parce que ce monsieur qui est assis là est le premier à avoir inscrit dans la constitution ukrainienne qu'on n'a pas le droit de négocier avec les Russes. Et que déjà, tant que cette loi-là n'est pas abrogée de la constitution, ça ne sert à rien de chercher. Et deuxièmement, il reste président alors que son mandat, il est fini. Comme l'a dit quelqu'un sur Instagram, je crois. Vous avez de moins en moins de soldats. Bon, croyez-le ou pas, mais entre le moment où je vous ai annoncé que j'allais chercher la publication où Macron il réclamait des élections pour le Mali, je crois, où il parlait de la junte, et maintenant il s'est écoulé 1 heure, 2 coupures de courant, une pluie, et donc maintenant je reprends. Donc je n'ai pas trouvé la publication où Macron réclamait des élections pour la junte. Mais ce même Macron, dans la même publication, expliquait toutes les bonnes raisons que Zelensky avait de ne pas organiser des élections dans son pays. Et donc, on présentait encore une fois de plus l'hypocrisie et le faux cul de la diplomatie et de la politique étrangère des Européens, et en particulier de la France. Alors, allons-y et finissons avec cette vidéo, plus d'1 heure de vidéo, vraiment. Je ne pense pas qu'on pourra faire d'autres vidéos aujourd'hui, le reste, ce sera pour demain. Aujourd'hui, eh bien, il faudrait le prendre afin qu'il y ait plus de morts. Oui, évidemment que nous voulons un terme. Je veux continuer, je veux faire ci, je veux faire ça. Si vous pouviez avoir un cessez-le-feu aujourd'hui, eh bien, il faudrait le prendre afin qu'il y ait plus de morts. Oui, évidemment que nous voulons un terme à la guerre. Mais vous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu. Moi, je veux un cessez-le-feu. Parce que vous aurez un cessez-le-feu plus vite qu'un accord. Voilà. Donc, Zelensky réclame, soi-disant, qu'il veut la paix, il veut l'arrêt de la guerre, mais il ne veut pas de cessez-le-feu. Si tu ne veux pas de cessez-le-feu, comment tu vas obtenir l'arrêt de la guerre? Il pense encore, avec la Libye des Européens, qu'ils ont un moyen de faire en sorte que Poutine accepte leurs conditions. Non pas que eux ils acceptent les conditions de la Russie qui est en train de gagner sur le terrain, mais que eux les perdants imposent leur volonté à la Russie, parce que dans leurs médias, ils sont passés pour les gagnants. Mais demandez l'avis de notre population sur un cessez-le-feu. C'est Biden qui n'est pas très intelligent. C'était avec Obama, mais c'était votre président. C'était avec Obama qui vous a donné les... moi, je vous ai donné les Javelin pour vous attaquer à ces tanks. Obama vous a donné pratiquement rien. Moi, j'ai donné des missiles. Et vous devez être plus reconnaissant. Parce que je peux vous dire que vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, vous avez les cartes. Mais sans nous... Vous... Et ici, tous les mimiques, toutes les choses qu'ont fait Zelensky, soit disant de ne pas croire, de contester Trump, c'est ce qui a conduit à ce que nous avons vu à la suite. Le fait que, non seulement cet entretien s'est mal passé, mais qu'ensuite, comme a dit officier Tatum, on l'a foutu dehors. Et on a bien appris que la délégation ukrainienne, et ça on le verra dans les vidéos publiées demain, que la délégation ukrainienne comprenait la folie que venait de faire Zelensky. Parce que dans la délégation ukrainienne, vous pouvez voir l'ambassadrice ukrainienne, je crois, aux États-Unis, qui est comme ça quand elle voit ça. Et il y a aussi la commentatrice de France 24 là, qui, dans ses premières interventions, qu'on a fait disparaître de France 24, a dit à quel point les officiels ukrainiens, ils étaient peinés. Parce que la vérité, c'est que eux tous,
Les Ukrainiens, pas les Européens, les Ukrainiens, ils veulent la paix. Ils en ont marre de Zelensky, comme l'a montré le sondage où il a eu 4%. Ils veulent l'arrêt de la guerre. Et Zelensky, là, il est venu encore une fois de plus torpiller l'occasion de permettre à l'Ukraine d'arrêter cette guerre, comme il avait fait en avril 2022. Vous n'avez aucune carte en main. L'accord va être difficile à signer, parce que les attitudes ont changé. Et si la Russie rompt le cessez-le-feu, qu'allez-vous faire s'il y a une violence? Ça, je parie que ça, journalistes de gauche. Il n'y a que eux pour envisager les pires scénarios, non pas de leur part, hein, mais toujours de la part de l'autre. On aurait dit que eux, ils respectent toujours leurs paroles et qu'ils font toujours ce qu'il faut. Violation de la part de la Russie du cessez-le-feu. Qu'entendez-vous? Elle demande qu'est-ce qui va se passer si la Russie rompt le cessez-le-feu. Oui, ben, et si une bombe vous tombe sur la tête maintenant? Et s'ils violent le cessez-le-feu? Et ils l'ont violé avec Biden parce qu'ils ne le respectaient pas. Il me respecte, il respectait Obama. Je vais vous dire une chose, c'est que Poutine a traversé beaucoup de choses avec moi. Il y a eu une fausse chasse aux sorcières où il y avait toute cette histoire sur la Russie, l'influence russe sur mon élection. Il y a eu toutes ces arnaques avec Biden, avec Hillary, avec Adam Schiff. Il a traversé ça avec moi. Il a traversé tout cela. Et nous n'avons pas fini en guerre. Il a traversé tout ça. Il a été accusé de beaucoup de choses, mais il n'avait rien à voir avec tout cela. Nous avons vu l'affaire de Hunter Biden. C'était vraiment terrible tout ce qui s'est passé. Voilà. Ici, c'est pied de nez à Zelensky. Ici, c'est pied de nez à Zelensky. Et ici, Donald Trump vient bien préciser à tous ces gens-là, parce qu'eux tous ne voient que le mauvais côté de Poutine et réclament à Poutine des choses. Bien souvent, les Occidentaux ont instrumentalisé Poutine à leur propre fin. On ne dit pas que Poutine c'est un enfant de cœur, mais bien souvent, ils ont instrumentalisé Poutine à leur propre fin. Parce qu'on sait qu'ils avaient menti à Facebook, cette histoire de soi-disant ingérence russe dans Facebook pour les élections. Profiter et censurer les opposants des démocrates à l'élection que Trump a perdue contre Biden. Zuckerberg l'a avoué. Je ne parle même pas des bureaux des agents du FBI qui étaient là pour censurer tout ce qui n'allait pas dans le sens de ce qu'ils voulaient à Twitter. Ensuite, on a parlé de l'ordinateur portable de Hunter Biden qui était rempli d'informations par la Russie, etc. Et Vladimir Poutine a été accusé de toutes ces choses alors qu'il n'avait rien fait. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Il a peut-être violé des accords avec Obama, avec Bush, avec Biden. Il a fait, peut-être pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il n'a pas rompu les accords qu'il a signés avec moi. Il veut un accord. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir un accord. Et ici, on renvoie Donald Trump à un passé court, alors que nous savons que, bien avant Obama, Poutine avait déjà prévenu les Occidentaux. Et Poutine, il avait fait des pieds et des mains, même pour faire rentrer la Russie dans l'OTAN. Ils avaient refusé. Et Poutine leur avait dit, en essayant de rentrer dans l'OTAN, ils ont refusé, que l'OTAN n'avance plus vers nos portes. Si vous avancez, ça sera la guerre. Ils le savaient, eux tous. Mais ils ont poussé l'Ukraine à se préparer et même ils ont envisagé de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Sans compter l'embrouille qu'ils ont créée et ils ont fait basculer la Finlande et la Suède dans l'OTAN. Ils oublient ça aussi ici. La Suède et la Finlande, ils ont basculé dans l'OTAN. La Russie leur avait fait quoi? Mais ils ont profité de la situation de l'Ukraine pour faire peur à la Finlande et à la Suède pour qu'ils basculent dans l'OTAN. Et aujourd'hui, la Finlande et la Suède ne sont pas plus en sécurité qu'ils n'étaient à l'époque où ils n'avaient pas de problème avec la Russie. Parce que maintenant, la Russie est obligée d'armer cette frontière. Parce que l'OTAN, comme nous le savons, ils voulaient battre les Russes sur le sol ukrainien. Mais vous pensez qu'ils allaient battre les Russes sur le sol ukrainien pour laisser Vladimir Poutine au pouvoir? Alors qu'ils ont concrètement dit qu'ils ont pris toutes ces mesures financières contre la Russie et contre les oligarques pour pousser à un renversement de régime. Leur but a toujours été clair. Vous voyez bien comment ça se passe en Roumanie, comment ça se passe en France, comment ça se passe partout. Ces gens-là ont fait de Vladimir Poutine
leur outil d'instrumentalisation pour justifier ce qu'ils font dans leur pays, ce qu'ils font contre leur population. C'est exactement les mêmes prétextes avec lesquels ils ont contrôlé le shadow banning et la censure sur Facebook. Je ne parle même pas de l'équipe de FBI qui était engagée pour censurer ce qui n'était pas convenable sur Twitter. Et l'histoire d'Hunter Biden a démontré que, là encore, on avait mené Poutine à ça pour rien. Et ici, il rappelle tout ça parce que le truc de Biden, l'affaire Biden, ça rappelle l'antagonisme que eux tous, maintenant qu'ils ont vu Trump remettre Zelensky à sa place, et dans cette vidéo, nous avons bien vu que c'est Zelensky qui a ouvert la brèche à ce problème et qui a fait que là, on est obligé de le remettre à sa place. C'est Zelensky qui a provoqué cela. Et tous maintenant, pour justifier qu'on ait remis Zelensky à sa place, ça devient, ils le détestent parce qu'il ne l'avait pas aidé. Mais ne connaissons-nous pas des leaders d'ailleurs qui ont été supprimés par les dirigeants occidentaux parce qu'ils avaient fait moins que Zelensky? Sankara n'est-il pas mort lui-même? Même pas parce qu'il avait refusé une faveur à qui que ce soit, parce qu'il voulait juste diriger son peuple comme il l'attendait. Le problème aujourd'hui, c'est que je vous ai autonomisé pour que vous soyez dur. Et je ne pense pas que vous soyez dur sans les États-Unis. Et vos concitoyens sont très courageux. Mais on doit signer un accord ou alors c'est fini. Et si c'est fini, vous allez voir les conséquences. Je ne pense pas que ce sera de bonnes conséquences pour vous, mais vous devrez... Et donc ici, Donald Trump dit bien, on est à un moment où vous pouvez faire avec nous ou sans nous. Et Donald Trump, quand il dit ça, il faut bien comprendre que ça veut dire que si Zelensky ne signe pas les accords sur les minerais, eux, ils ne vont pas aller plus loin dans l'appui américain dans ce conflit. Parce que ce qu'ils ont déjà mis, ils ne l'ont pas récupéré. Ils ne sont pas sûrs de le récupérer. Et pendant que Zelensky fait tergiverser comme ça, la Russie continue à prendre les parties où, soi-disant, il y a les minerais et il ne reste pas grand-chose pour les Américains pour qu'ils se remboursent. Et donc, ça va devenir de plus en plus difficile pour les Américains de payer sans espoir d'être remboursés. Et donc, ils vont arrêter de financer. Et il sait déjà, toutes les choses qu'ils ont déjà dit ici, lui et son vice-président, que l'Ukraine n'a plus beaucoup d'armement, que l'Ukraine n'a plus beaucoup de soldats. Les deux éléments essentiels, et surtout l'élément essentiel à savoir dans cette vidéo, c'est que l'Ukraine n'a plus de soldats et qu'il force les gens à aller mourir. Combien de temps croyez-vous qu'ils vont encore tenir? Continuez à vous battre seul. Mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois que nous aurons signé cet accord, vous serez dans une bien meilleure position. Mais vous n'êtes pas du tout reconnaissant. Et ça, ce n'est pas sympathique. Je vais être tout à fait honnête, ce n'est pas sympathique. Très bien, je crois qu'on en a assez vu. Qu'en pensez-vous? Ça va être de la bonne télévision, ça je peux vous le dire. Nous allons voir ce qu'on peut faire. Merci. Zelensky fait des sourires de façade. Lui, à ce moment-là, il ne comprenait pas la valeur ou la portée de la connerie qu'il venait de faire. Quelque temps plus tard, il croyait que le rendez-vous allait se poursuivre et qu'on allait faire comme avec Macron, tout le tralala, venir faire la conférence de presse. Il a été chassé de la Maison Blanche et dans les prochaines vidéos, je vous montrerai la réaction de l'ambassadrice ukrainienne pendant cette passe d'armes. Elle comprenait déjà que c'était foutu. Bien évidemment, depuis que Macron et les autres ils ont commencé à apporter leur soutien à Zelensky, ils ont commencé à construire un autre narratif. Le narratif officiel des Ukrainiens, quand ils ont vu ça, c'était qu'ils savaient que c'était la catastrophe. Parce que sans les Américains, ils savent que c'est cuit dans cette guerre. Mais les chancelleries européennes ont déjà fait passer le mot à leurs médias mainstream, parce que sur France 24, j'ai recherché par tous les moyens de remettre la main sur la première intervention de cette dame-là de France 24, que je vous montrerai dans les prochaines vidéos, qui intervient un peu partout. Quand c'était tout frais, juste quelques minutes après cette scène,
Elle parlait sur France 24, elle disait que les Ukrainiens, les officiels ukrainiens, les diplomates et les généraux, ou je ne sais pas quoi avec qui elle était, ils disaient que c'était une catastrophe ce qui venait de se passer. Ils disaient que Trump et J.D. Vance avaient poussé Volodymyr Zelensky à bout pour qu'il fasse rater l'accord et ainsi ils auraient la justification de le lâcher et de lâcher l'Ukraine. Mais maintenant, tous, ils ont basculé à quelque chose de positif. Vous allez même voir, quand je vais vous faire le commentaire de BFM TV, entre eux dans le plateau, qu'est-ce qu'ils se disaient? Parce qu'il y en avait déjà qui commençaient à se positionner dans le nouveau narratif qu'on va voir avec les Européens, qu'est-ce qu'on va faire. Et il y en avait d'autres qui disaient, soyons patients. Parce que la manière dont ça va là, il y en a peut-être d'autres qui vont essayer de pousser Zelensky à s'excuser. Et donc c'est tout pour cette première vidéo. Elle est longue, donc vous comprenez peut-être pourquoi je ne peux pas en faire une deuxième et que les suivants seront probablement pour demain ou les jours à venir. Peace out.